Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti ne reconnaît plus la légitimité du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le vote d'Haïti à l'OEA est diversement interprété. Chacun y va de son analyse. Pour un député de l'opposition, par ce geste, Haïti a clairement tourné le dos à plusieurs années d'histoire qui le lient avec le Venezuela. Affaire Petro-Caribé, suspension de la grève de la faim entreprise par des plaignants dans l'enceinte du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les protestataires se proposent de poursuivre autrement leur lutte. Contre toute attente, et contrairement à ce que disait encore récemment le ministre des Affaires étrangères, Haïti a voté contre le Venezuela, c'est-à-dire contre le président Nicolás Maduro. Avant d'entamer cette discussion avec notre invité, je voudrais très rapidement revenir sur les temps forts des relations entre Haïti et le Venezuela. Ces relations commencent à l'époque de Pétion et de Bolivar. Bolivar qui vient chercher en Haïti l'aide pour attaquer les troupes espagnoles et libérer son pays. Il est battu, il revient en Haïti. Pétion, à nouveau, lui fournit tout ce qu'il lui faut, des bateaux, des armes, des soldats, de la nourriture, des vêtements et tout. Bolivar s'en va et avant de partir, il dit à Pétion, mais président, comment est-ce que je vais jamais pouvoir vous rembourser cette dette? Et Pétion lui répond, Monsieur Bolivar, vous ne nous devez rien, mais vous allez simplement nous promettre que dans tous les pays que vous libérerez les esclaves. Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, en 2000, le président Hugo Chavez vient en Haïti. C'était sous la présidence de M. Préval. Et à la question d'un journaliste, M. Hugo Chavez a dit « Je suis en Haïti pour rembourser une dette ». C'était la référence à l'aide qu'Haïti avait apportée à Bolivar à l'époque. Puis il y a eu le programme Petro-Caribé, un programme Petro-Caribé dont beaucoup de pays ont profité, pas seulement Haïti, la République dominicaine aussi en a profité, mais malheureusement, alors que la République dominicaine, elle, a utilisé cet argent à bon escient en investissant, en faisant des investissements de fonds, de superstructures et tout. Ici en Haïti, Petro-Caribé a débouché sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire Cotecop Petro-Caribéa et le Petro Challenge. Pour revenir un peu sur la situation d'aujourd'hui, nous avons avec nous ce soir M. Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris. Bonsoir M. Etienne, bienvenue à Metro News. Bonsoir M. Clan, ravi de vous rejoindre, vous ainsi que vos téléspectatrices et téléspectateurs. Monsieur Etienne, vous êtes un ancien diplomate. Là, nous sommes en plein dans la diplomatie. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cette attitude d'Haïti, qui, comme je viens de le rappeler, est allée à l'encontre de ce qu'il y a encore quelques jours, le ministre des Affaires étrangères proclamait, à savoir que jamais Haïti ne laisserait tomber le Venezuela. Vous l'avez bien rappelé, Serge. Un siècle s'est passé entre les deux événements, un peu plus d'un siècle, entre les premiers conciliabules qui ont eu lieu entre le président Pétion et Simon Bolivar. 2 siècles. Et même... presque 2 siècles, oui. Presque 2 siècles, oui. Et surtout, c'était la première fois aussi qu'on prenait véritablement en considération ce qui, pour nous autres Haïtiens, annonçait déjà le choix géopolitique et l'avenir même de toute la place que nous souhaitions que les pères fondateurs de la République pensaient donner à notre pays. C'était la première fois que c'était pris en considération. Il n'y a pas eu d'antécédent. Et tout ça était porteur d'espoir. Tout ça permettait de situer notre pays qui vivait dans un environnement dans lequel il était complètement étranger. Ostracisé.
il était d'abord complètement étranger parce que le seul pays francophone de la zone. En plus, oui. Et ensuite, surtout, il était carrément mis en quarantaine. Quarantaine qui a perduré jusqu'à récemment encore. C'était donc plus qu'une lueur d'espoir. C'était un renouveau qui faisait suite aussi au grand bouleversement qui s'est produit chez nous avec la fin de la dictature qui a été le produit, je crois, une fois de plus du peuple haïtien. Donc tout ça était porteur d'espoir. On se sentait effectivement prêt à prendre la place qui était la nôtre dans cet environnement-là. Absolument. Ça justifiait aussi naturellement, c'était l'occasion de poursuivre ce destin qui était le nôtre. Contre toute attente, en ce début d'année, cette année où, comme ça se passe en général, on échange des présents, je crois que le peuple haïtien méritait un autre présent que ce reniement de toute notre aide finalement, de tout ce que nous étions. C'était la moindre des choses, je crois, de s'imposer davantage. Et je crois que nous avons raté, une fois de plus, une occasion déterminante pour poursuivre, pour perpétuer ce geste qui avait été produit déjà 2 siècles plus tôt. Au fond, il faut le dire, ce n'est pas tellement étonnant quand on connaît l'état de toute notre administration. Je crois que quand on connaît le geste de toute notre administration, singulièrement aussi de notre diplomatie. On vient de le rappeler, peu de temps après, les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères ne laissaient pas du tout s'attendre à une déception aussi profonde et aussi grave. Alors je crois qu'il nous appartient de faire très attention là. Il faut exclure toute réaction émotionnelle. Si vous permettez, M. Etienne, pour être tout à fait honnête, il faut quand même rappeler que Haïti était entouré de poids lourds dans cette décision de rejeter la légitimité de la réélection de M. Maduro. Il y avait les États-Unis, bien entendu, mais il y avait aussi l'Union européenne qui s'est prononcée contre M. Maduro. Il y a les 15 pays de ce groupe du Chili. Enfin bon, c'est pratiquement tout le monde. Les partisans de M. Maduro sont quand même dans la minorité. Alors, est-ce que finalement Haïti ne s'est pas retrouvé dans une situation, comme on dit vulgairement, d'avoir le cul entre 2 chaises? Non. Entre choisir de rester fidèle à une amitié qui remonte à l'époque de Pétion, ou bien de faire de la géopolitique actuelle en se disant, bon, notre voisin qui considère que nous sommes sa cour arrière, notre grand voisin du Nord, est-ce qu'il ne faut pas trop le mécontenter? Pas du tout. Je crois que le poids est avant tout une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, c'est nous qui connaissons notre valeur. Et c'est nous qui avons failli aussi. On n'est pas aussi mince que cela. Et je crois qu'à force de se créer des illusions, on a fini par perdre confiance en nous-mêmes. On a fini par ne plus savoir qui nous étions véritablement. Et c'est un des dangers, je crois, les plus sérieux de ce qui s'est passé avec ce dernier reniement-là. On a pris tellement de déceptions ces derniers temps. C'est qu'une fois de plus, je crois que c'est notre identité aussi qui prend un sacré coup. Et c'est là où je crois qu'il faut faire très attention. Et c'est pourquoi je disais, il ne faut pas s'attacher... ce qui s'est passé là, je crois qu'il faut le considérer avant tout comme un symptôme et ne pas avoir peur d'aller au fond des choses et savoir pourquoi on en est arrivé là. Donc ce qui était, je crois, parfaitement prévisible. On a encaissé tellement de coups ces derniers temps. On n'a jamais su réagir.
Et quand on se retrouve devant une situation pareille, c'est comme si on avait été complètement dépourvu. Et le grand danger, c'est que cela ne se renouvelle encore la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans un mois, ou quelque chose de ce genre. Donc vous pensez que cet acte de reniement, comme vous le qualifiez, pourrait être l'occasion d'une prise de conscience ? C'est pas la première fois qu'un cas de ce genre se présente. On avait l'occasion une très belle occasion rêvée pour une prise de conscience, on les a ratés. Ça a été le cas du départ de Jean-Claude Duvalier. Ça a été aussi le cas du séisme. Et puis plein d'autres encore. Oh, plus récemment que nous, plus récemment encore. 6, 7, 8 juillet, la population est dans les rues. Silence de la part des autorités. Silence de la part de la société civile. 17 octobre, la population est encore dans la rue. Même situation. 18 novembre, la situation est encore dans la rue. Et à ce moment-là, arrive un émissaire des États-Unis, tout sourire. On se rappelle des belles photos assistées de lui, l'émissaire américain, assisté des présidents des chambres et du Sénat. Tout le monde tout sourire. Et puis d'un mot, d'une parole, en suggérant les élections, tout était rentré dans l'ordre. Alors que c'était là encore une occasion rêvée pour qu'on se ressaisisse. On ne peut pas laisser passer cette situation-là encore une fois. C'est pourquoi je crois qu'au fond, il y a 2 grandes questions qui se posent là. D'abord, trahison vis-à-vis d'un partenaire, un partenaire essentiel, un partenaire, un des premiers partenaires que nous avons eus, qui nous remettait vraiment dans le sillage de notre destin véritablement de peuple. Et en même temps, à côté de cette trahison-là, l'expression d'une soumission, d'une docilité, nous ne pouvons pas nous départir. Et je crois que ce sont ces 2 choses-là qu'il faut prendre en considération maintenant. Et il ne faut pas que ça se renouvelle. Parce que oui, c'est évident, on le sent très bien. Est-ce que la décision a été une décision qui a été faite sous pression nord-américaine? Est-ce que même il y a eu besoin de l'expression d'une pression nord-américaine? Ou bien est-ce que cette pression n'était pas déjà tout simplement là à l'état chronique? Ce sont ces 2 questions qu'on peut se poser là. Et je crois qu'au moment, et effectivement vous faites bien de le relever, n'est-ce pas l'occasion de se ressaisir? Absolument, c'est l'occasion de se ressaisir. Mais se ressaisir en mobilisant toutes nos forces. C'est se ressaisir en offrant la parole à toutes les parties concernées. Et quand je dis toutes les parties concernées, on parle naturellement des autorités constituées, c'est évident. On parle aussi naturellement de la société civile. Quand je parle de société civile, je parle de société civile dans son sens le plus large, c'est-à-dire tous les groupes socio-professionnels, c'est-à-dire tous les groupes commerçants, c'est-à-dire la population, communément appelée le peuple, que tout le monde se mette d'accord et qu'on en parle. Quand je parle d'interpeller tout le monde, je parle aussi d'interpeller nos différents partenaires, nos différents interlocuteurs. Vous l'avez mentionné. Les États-Unis, l'Union européenne. Mais on parle très peu à ces 2 partenaires-là. Ou alors quand ils parlent à des groupes tellement restreints que ça n'atteint pas l'ensemble de la population. Et je crois qu'il faut s'asseoir avec eux, et il faut s'asseoir avec ce monde-là et discuter avec eux. Y a-t-il de la mauvaise foi de leur part? C'est fort possible. Faisons quand même le doute simplement de la, comment dirais-je, d'une possibilité de décortiquer tout ce qui se passe et de voir comment on peut aller plus loin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Une instabilité en Haïti a des répercussions directes sur les autres pays de la région. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être une fois s'asseoir avec eux et parler avec eux. Mais que s'est-il passé dans le cas du Venezuela? Quelle a été la position? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, une réunion de l'OEA. Ça se prépare.
quelle a été la position de nos ambassadeurs, quelle a été la position de notre ministère des Affaires étrangères. On se rappelle, il n'y a pas longtemps, il a fallu beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour avoir un Premier ministre. Mais pendant ce temps-là, beaucoup de choses aussi se sont détériorées. Mais on ne sent pas la République aujourd'hui, on ne sent pas la République d'Haïti, dans toutes ses composantes. Et c'est peut-être l'occasion, après cette... Parce que c'est vrai, je pense que tout le monde est touché par cette... dans sa dignité la plus profonde, la plus élémentaire. Il y a une réaction d'indignation à peu près générale. Je suppose. Alors faisons-en la source nécessaire pour rebondir. Et je crois que là, c'est une opportunité qui s'offre. Monsieur Lionel Etienne, au départ, vous avez dit que c'était peut-être l'occasion de remettre la diplomatie haïtienne en selle. Parce que, apparemment, notre diplomatie brille par son absence ou par ses errements. Mais, question un peu plus générale, peut-on avoir une diplomatie digne de ce nom quand on n'a pratiquement rien à offrir? Sur quoi repose la capacité d'un peuple à se faire entendre sur le plan international à travers sa diplomatie quand on manque des spécialistes en la matière, quand on manque de gens qui y sont formés, quand on manque de choses à offrir? Nous sommes plutôt connus pour tendre la main avec un couï dedans plutôt que d'apporter une aide quelconque. C'est une situation qui s'est détériorée au cours de ces peut-être 30 ou 40 dernières années. Et le processus de pourrissement s'est perpétué et aujourd'hui on en est arrivé là. À la vérité, y a-t-il véritablement un ministre qui peut prétendre avoir son ministère en main? En tout cas, au ministère des Affaires étrangères, j'en doute fort. Et je parle carrément en connaissance de cause. Oui. C'est un peu dommage. C'est un ministère qui a été livré aux mains simplement d'un personnel qui sait accaparer les affaires étrangères et qui se l'accapare encore aujourd'hui. Un personnel pléthorique en plus. Absolument. C'est plus que pléthorique parce que on peut dire non à propos de personnel pléthorique. Vous voulez peut-être une preuve que l'on connaît très peu. Il y a deux ambassades qui sont très, très connues, très réputées en matière de personnel pléthorique. Saint-Domingue, Paris. Ce sont deux, et ça il faut le savoir. Et c'est tellement facile à remédier si on voulait y remédier. Mais ce sont deux destinations, et pourtant Dieu seul sait si ce sont deux ambassades clés aussi. Mais les deux ont ceci en particulier, c'est que ce sont deux destinations qui hébergent un pouvoir universitaire. Intéressant. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quiconque veut placer, n'est-ce pas, son petit cousin, sa petite cousine, sa maîtresse et tout le reste, c'est la destination toute trouvée. C'est dans ce sens que vous le disiez, d'accord. Non, ce que je veux dire, ce sont des destinations de placer du monde pour pouvoir suppléer au manque qui existe chez nous. Et ça va chercher un peu plus loin aussi, parce que ce sont encore une fois, ce sont deux destinations universitaires qui travaillent en collaboration étroite avec des institutions universitaires locales maintenant. Alors pour ça, il faudrait encore que nos dirigeants décident comment dirais-je, de gérer une situation de ce genre-là. Elles ne le font pas. Et là, vous trouvez vraiment la qualité de nos représentants qui a traité l'affaire du Venezuela à Caracas. Qui donc quelle a été la position? On ne connaît pas la genèse. On ne connaît pas la genèse non plus de la position du ministère haïtien des Affaires étrangères. Absolument. Même situation pour la République dominicaine.
Quant à la situation de la République dominicaine, n'en parlons pas. Quand on sait comment nos compatriotes ont été expulsés de ce pays-là, comment ça a été traité. Et c'est pareil pour d'autres institutions encore. On le voyait là, restons toujours au Venezuela. Notre ambassadeur, tandis que notre ambassadeur signait signait contre ou signait pour la résolution contre le Venezuela à Washington, en expliquant que, j'ai lu ça sur la presse ce matin, en se référant à la visite qui a été effectuée par la délégation haïtienne de l'OEA sur la frontière de la Colombie avec le Venezuela, où il y avait l'exode des Haïtiens, des Vénézuéliens qui fuyaient le Venezuela vers la Colombie. Pendant que notre ambassadeur signait à Washington, au large de la Guadeloupe, on était en train de récupérer une barque avec des Haïtiens qui rentraient en Guadeloupe à partir de la Dominique. Par la même occasion, on annonce aussi que la Dominique, du haut de ses 750 km², c'est-à-dire l'équivalent de l'île de la Gonâve, exigeait une caution de $400 pour les Haïtiens qui devaient passer chez eux. Réponse des autorités haïtiennes, c'était de remettre en place, d'exiger un visa pour certaines destinations pour des gens qui doivent entrer en Haïti. Ça, c'est créer l'illusion la plus totale. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Je précise très rapidement que la petite île de la Dominique est visible depuis les côtes de la Guadeloupe. Et de la Martinique. Et de la Martinique, tout à fait. Voilà. Oui. Bon, écoutez, malheureusement, Monsieur Étienne, je pense que nous allons devoir mettre un terme à cet intéressant débat. Je constate que pratiquement comme tout le monde, vous êtes aussi choqué. Je crois que c'est peut-être l'occasion aussi pour quelques instances haïtiennes, probablement c'est à ce moment-là celle de l'opposition, de manifester leur solidarité avec le peuple vénézuélien, qui effectivement est en souffrance. On ne peut pas l'oublier non plus. C'est une évidence. Oui. Mais je crois que ce serait une bonne chose de manifester notre intérêt aussi avec eux. Et puis encore une fois, je crois qu'il faut inclure maintenant tous nos différents partenaires dans ce qui peut devenir une habitude. Parce que, encore une fois, quand on a tendance, et ça peut se comprendre aussi, à mettre tout le poids contre l'actuel gouvernement. Mais encore une fois, c'est une situation qui s'est dégradée et qui remonte à très longtemps. Et avons-nous véritablement le choix de nos dirigeants? Ça, c'est la grande question aussi. Et tout ça fait partie du même dossier. Je crois qu'on ne peut pas l'oublier. Et on parlait de se ressaisir, c'est l'occasion de se ressaisir dans cet esprit-là aussi, et de mettre en garde des partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Parce qu'ils écoutent quand on leur parle des partenaires. Je ne sais pas s'ils ont les bons vis-à-vis en face, mais ils écoutent quand on leur parle aussi. Quand on les interpelle pour savoir aussi qu'ils annoncent les élections, qu'ils souhaitent les élections, alors qu'ils ont déjà élu eux-mêmes ou désigné ceux qui prendront la suite. Et ça, je crois qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là si on ne veut pas retomber dans d'autres situations semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu donner votre sentiment sur ce choc. C'est toujours avec plaisir que je réponds à votre invitation. Au plaisir et à très bientôt. Voilà, c'était Monsieur Lionel Étienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, en France, qui réagissait à la décision du gouvernement haïtien de voter contre le président Maduro lors de la dernière session extraordinaire de l'OEA. Le député Sinal Bertrand condamne fermement le vote d'Haïti à l'OEA contre la légitimité de Nicolás Maduro à la tête du Venezuela. Pour l'élu de Port-Salut, réputé proche de l'opposition, il s'agit d'une incohérence grave de la part du pouvoir en place qui avait pourtant salué l'élection du président Maduro.
Par cette prise de position, le parlementaire pense que le président Jovenel Moïse met fin automatiquement aux liens historiques et diplomatiques avec la République bolivarienne. Après ce vote, Haïti doit s'attendre à de graves conséquences diplomatiques et politiques, dont le remboursement dans un plus bref délai des fonds pétro-caribés, déclare le député de Port-Salut. Suite à l'élection Maduro, le président Jovenel dévoyé applaudissements pour lui, dévoyé comme si mot de félicitations pour lui. Et puis journée en jeudi pour nous, c'est Haïti qui prend une décision et dans façon ça contre Venezuela. C'est vrai, nous comprenons la diplomatie des fois élastique. Nous comprenons Haïti a toujours, pas moi-même, non, moi-même j'ai voté pour Venezuela. Et Haïti a toujours pris une décision de voter abstention. Mais Venezuela coup de poing à Talandoa et moi touché 3 points pour incohérence totale bon côté président et c'est fini avec lien historique qu'on gagne avec paysan, lien diplomatique qu'on gagne et puis c'est monter encore pilonner ou bien bafouer dossier pétro-caribéen parce que c'est Venezuela qui était à loin comme ça pour retirer dans la situation et d'insalubrité ça qu'il y a aujourd'hui. On regarde les États-Unis et journée aujourd'hui qui supportait opposition au Venezuela parce que un problème Maduro et bien on regarde le cas contre en Haïti à part opposition à journée aujourd'hui et est-ce que les États-Unis supportent l'opposition démocratique là non mais comme li connaît bon côté pouvoir yo ka joindre ça au demander à n'importe qui les veut c'est pouvoir. Ça veut dire c'est pas une question de démocratie, c'est une question de avantage politique de tel pays à tel pays offert à les États-Unis. Même penser son coup de poing à l'endo Haïti bas Venezuela avec vote ça contre Venezuela. Les plaignants qui réclamaient l'arrestation des personnalités indexées dans le rapport sur la gestion des fonds pétro-caribés ont suspendu provisoirement leur grève de la faim ce vendredi. Après avoir passé 3 jours sur la cour même du tribunal de première instance de Port-au-Prince sans rien consommer, 5 des 14 grévistes n'étaient plus en état de prolonger leur jeûne, selon le coordonnateur général du réseau national des plaignants pétro-caribés, Maurice Noël. Maintenant, 1 an, juge Ramossi pas qu'au décider, les mêmes monde devant le tribunal. Et tandis que nous-mêmes, les auditionnés, au moins une douzaine dans nous plaignons. Maintenant, nous-mêmes, nous clairons que nous décidons, jeudi à lever grève provisoire. Grève provisoire à lever. En attendant, nous franchissons l'autre étape. Nous franchissons l'autre étape là, nous avons gagné pour nous convoquer la presse, pour nous dire, mais quelle prochaine étape que nous allons. Pape Jazz, 13e édition. À partir du 19 janvier prochain et jusqu'au 26 se tiendra à Port-au-Prince ce festival international de jazz. Il y aura 17 pays invités et présents. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon sur la question. Le festival Pape Jazz, c'est reparti pour une 13e édition avec en tête d'affiche les stars Terence Blanchard, Cécile McLaurin-Salvant et la britannique Joss Stone. Plus de 40 groupes du monde entier vont faire jazzer la capitale du 19 au 26 janvier dans le cadre du Festival international de jazz de Port-au-Prince. La récipiendaire d'un Grammy Awards, la franco-haïtiano-américaine Cécile McLaurin-Salvant, va pour cette 13e édition se produire pour la seconde fois sur la terre de ses ancêtres. Les femmes continueront d'être mises à l'honneur avec la britannique Joss Stone, une artiste soul qui pour sa part jouera en formation réduite lors de la clôture. Sans oublier le mythique Terence Blanchard, auteur de nombreuses musiques de films, notamment pour le réalisateur Spike Lee. Haïti ne sera pas en reste grâce à la présence d'artistes comme B.I.C., Felicia Ross, Paul Beaubrun, SMS Créole ou encore la jeune chanteuse de pop Fatima. Cette année, le comité du festival, qui sera doté d'un budget de 345 000 $, annonce que l'Espagne est le pays invité d'honneur. Quant aux nouveaux venus, la Suède, Israël et le Congo, ce sera l'occasion pour ces pays de montrer au grand public leur propre style de jazz.
Les médias étrangers feront eux aussi le déplacement en grand nombre et pour la première fois, des médias comme PBS, chaîne affiliée à Fox News, Afropop Magazine, 3 influenceurs ou encore la couverture du groupe Radio France qui permettra à de nombreux auditeurs de suivre le festival en temps réel. Dédié au musicien haïtien Franz Courtois, récemment décédé, à qui le comité souhaitait remettre une plaque de distinction, le Pape Jazz 2019 sera résolument tourné vers la préservation de l'environnement, comme l'annonce Milena Sandler-Winmayer, directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Soucieux de préserver notre environnement et grâce au soutien de partenaires comme Wallonie-Bruxelles International, OIF, JPHRO avec Haïti Vets ou encore de l'ambassade britannique et 509 Sanitation, le Pape Jazz se met au vert et devient éco-responsable, avec notamment une conférence par un expert belge spécialiste en événements éco-responsables, la promotion de sacs shopping réutilisables pour remplacer les sacs plastiques, l'utilisation de verres réutilisables sur la Seine-Barbancourt, une gestion plus efficace des déchets sur les sites libres d'accès, un partenariat avec la Fondation Seguin pour inciter le public à adopter un arbre qui sera chouchouté pendant 1 an et va reboiser le parc de la Visite, la vente des bracelets 4Ocean pour le nettoyage des océans. Et cette année, nous avons coupé en 2 la quantité de flyers imprimés et de livrets. Et nous avons donc mis l'accent sur les réseaux sociaux. Dans le but que cet événement devienne éco-responsable, des actions entreprises pour conscientiser le public et ses acteurs. La ministre du Tourisme et des Industries créatives, Christine Stephenson, souligne que cet événement place Haïti sur une note positive et renouvelle sa confiance envers les opérateurs culturels. Elle rappelle que les événements des 6 et 7 juillet ont fait énormément de dégâts dans le secteur touristique. Il faut dire que les organisateurs culturels ont fait preuve, ont montré l'exemple de la permanence en Haïti et par opposition au provisoire. Donc ça, c'est vraiment une démarche à féliciter. C'est un exemple à suivre et à consolider. Et il faut dire que toutes ces activités participent fortement au rayonnement positif d'Haïti, ce qui n'est pas le cas des autres activités très négatives, très néfastes pour le secteur touristique, pour ne pas citer toutes, mais notamment le 5-6-7 juillet qui a été dévastateur pour nous, et ensuite les autres dates qui ont suivi. Et on le sait, puisque nous sommes d'ailleurs au Caribbean Convention Center, tous les hôtels ont subi de plein fouet ces mauvaises presses pour le pays. Donc nous nous associons volontiers et avec beaucoup de confiance auprès des opérateurs culturels et créatifs pour que Haïti soit toujours présente positivement dans la mémoire, dans le souvenir et dans l'imaginaire du monde entier. Et les canaux, notamment les festivals, les foires, sont les meilleurs canaux pour véhiculer du positif sur Haïti. En termes de sécurité, le ministère met à la disposition du festival la Polytour et la PNH pour assurer la sécurité des festivaliers. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin, rappelle que ce festival est devenu une tradition. Son éco-responsabilité devrait être un exemple et en ce sens, le ministre propose une nouvelle initiative pour les festivités à venir, un label éco-responsable. Cette année, le Pape Jazz se veut éco-responsable. Le ministère de la Culture et de la Communication y est très sensible et encourage les autres organisateurs des festivals à emboîter le pas. Nous croyons que la culture peut contribuer au développement durable d'Haïti. En ce sens, j'invite le ministère de l'Environnement et du Tourisme à se joindre au ministère de la Culture afin de mettre sur pied un éco-label pour les événements culturels, prônant la créativité dans un environnement sain. Une pensée spéciale pour Franz Courtois, qui nous a laissés. Il fut l'un des pionniers du jazz en Haïti et a su marquer des générations de musiciens. Dernière nouveauté, le Kick-Off Party se déroulera au Fou Bar, alors que 2 nouveaux restaurants entrent dans le club fermé des After Hours, l'Observatoire et Pizza Garden.
Alors rendez-vous du 19 au 26 janvier pour jazzer dans les rues de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et de Jacmel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.